pense que c'est en ça aussi que vraiment la définition de qu'est-ce qu'être espagnol, qui est un énorme débat et qui n'est pas fini parce que les nationalismes périphériques font qu'on peut pas mettre de point final à tout ça, fait que voilà, si la nation espagnole existe de tout temps, est une création, a dit un historien traditionnaliste espagnol, est un historien de Dieu ou si vous préférez de la nature, à ce moment-là, ce qui se passe alentour, finalement, n'est qu'accidentel, n'est que affaire de coïncidence temporelle. Et c'est tout. Oui, non. Je voudrais évoquer, à propos du national-catholicisme, qui est responsable de la terrible discontinuité culturelle espagnole. C'est-à-dire, ces canons étaient implacables. Et regardez, toutes les œuvres importantes de notre littérature, prenons la Celestina, n'a pas eu de continuateur, c'est une œuvre unique. La Lozana andaluza, comme il a dit, l'a dormi pendant 5 siècles, la sieste, en accumulant la poussière mélancoliquement ou rancunièrement pendant 5 siècles et demi. San Juan de la Cruz n'a pas eu de continuateur jusqu'à José Ángel Valente. Cervantes a fécondé la totalité de la littérature française et anglaise et comme ça, et jusqu'au XXe siècle n'a pas eu de vrai continuateur. Et pendant que je ne sais pas, qu'il y avait Diderot ou Stern, Lawrence Stern, enfin, montrer le côté vif de Cervantes, en Espagne il y avait un jésuite, el Padre Mir, qui écrivait un traité sur les erreurs syntaxiques de Don Quichotte. Voilà. Ça vous donne, c'est triste, mais c'est comme ça, cette discontinuité qui m'a frappé d'une façon terrible. Je vis à l'intérieur de la langue espagnole et de voir qu'il n'y a pas de continuité. Au contraire, j'ai essayé, tout mon travail, c'était de trouver dans toute la littérature, dans Don Julián, c'est tout contre le canon littéraire espagnol. Dans le Vertu de l'oiseau solitaire, c'est un dialogue avec Saint-Jean de la Croix, avec Cervantes tout le temps, avec l'arcipreste de Hita dans Macbara. C'est-à-dire que j'essayais tout le temps de trouver, de montrer la modernité de tout ce qui a été laissé de côté, de tout ce qui n'est pas compris d'une façon contemporaine. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. On me pose la question de pourquoi le roi d'Espagne peut reconnaître douleur et honte à l'égard de l'expulsion des Juifs et pas un mot sur l'expulsion des Morisques. Eh bien, voilà, l'Espagne c'est un pays traditionnaliste, c'est-à-dire un pays où il y a beaucoup de traditions mais pas de mémoire. Ce sont des choses très différentes. Pendant des siècles, il n'y avait pas de mémoire ni des Juifs ni des Morisques. Et pendant des siècles, l'Espagne c'était un pays profondément antisémite sans Juifs. Il n'y avait pas de Juifs, mais l'antisémitisme est très vivant, très substantiel. Ça change après la Deuxième Guerre mondiale avec la Shoah, le sentiment par rapport aux Juifs. La Shoah et les sentiments, enfin l'imaginaire juif actuel de l'après-guerre mondiale. C'est intéressant de voir que des journaux profondément antisémites, comme par exemple l'ABC, profondément antisémite parce qu'il était chrétien et catholique, ils sont devenus philosémites et islamophobiques. C'est-à-dire ils ont traduit, ils ont déplacé l'antisémitisme à la islamophobie. Non? Et comment expliquer cela? L'explication, c'est l'ignorance, comme disait Goytisolo tout à l'heure. Non? Il y a 2 ans, on a représenté à Madrid une pièce théâtrale de Calderón de la Barca
Les Tutsami des Alpujarras, c'est une pièce sur le génocide morisque, non? À las Alpujarras. La pièce était une surprise. Personne ne savait. Génocide morisque, qu'est-ce que ça veut dire? Il a eu un moment de surprise, mais tout de suite, les critiques ont tranquillisé tout le monde en disant Calderón de la Barca, l'auteur, exagère. Il y a un problème il manque la sensibilité, mais il manque surtout la connaissance. Je me demande aussi si les Espagnols ont jamais lu El Quijote de la Mancha. Dans le chapitre 8e de El Quijote, l'auteur raconte une histoire, la bagarre entre Don Quijote et le Basque, non? El Vizcaíno. Il raconte l'histoire et à un moment il s'interrompt, il dit je ne peux pas raconter comment ça se finit parce que le texte que je traduis finit ici. Enfin, il me manque du texte parce que ce que je suis en train de faire, c'est traduire un texte. Le lecteur prend conscience que le Quichotte écrit par Cervantes est une traduction. Et c'est comme ça que finit le chapitre 8e. Le chapitre 9e, dans le chapitre 9e, l'auteur de Quichotte dit, je vais tout de même essayer de raconter, je vais raconter la fin de l'histoire, mais il faut que je trouve le texte qui est ma base. Et il dit, j'ai entendu parler qu'à Toledo, il y a un quartier pas un quartier redoutable parce qu'il y a beaucoup de trafic, pas de drogue, mais de textes, non? Trafic de textes. Alors, je vais y aller pour voir si je trouve le texte qui me manque. Et à un moment donné, un jeune s'approche de lui et lui dit, je vous vends ça, un texte. Et il dit, je ne peux pas savoir parce que le texte était en arabe et l'auteur ne connaissait pas l'arabe. Mais il se fait traduire le texte, et voilà, c'est la continuation de la bagarre entre Don Quijote et le Basque, et le Vizcaíno. Alors, le geste de Cervantes est terrible, c'est-à-dire, il veut nous dire, vous, Espagnols, qui pensez, vous étiez si contents, vous célébrez mon texte, mais mon texte n'est que la traduction d'une langue que vous ne connaissez, moi non plus. Les fondements de notre culture est un texte disparu, est une culture disparue. Et voilà, c'est un geste terrible, non? Parce que si quelqu'un veut connaître qu'est-ce que c'est que l'espagnol, qu'est-ce que c'est que l'Espagne, doit chercher, non? Les racines oubliées, expulsées. Mais on lit aujourd'hui le texte et on rigole, non? On ne se rend pas compte qu'il nous manque les racines. Donc c'est un problème il manque la sensibilité, mais parce qu'il y a ignorance, non? Alors, un mot peut-être pour répondre à la question sur la convivence à la sauce américaine. Je n'ai pas la prétention, évidemment, c'est un vaste sujet, un vrai sujet, pas la prétention de le traiter ici en 3 phrases. 2 remarques quand même. Peut-être savez-vous que parmi les compagnons même de Christophe Colomb, qui débarquent, non pas en Amérique, ils ne savent pas qu'ils vont en Amérique, bon, vous savez tout cela, il y a beaucoup de Juifs qui fuient le décret d'expulsion, puisqu'ils sont à peu près contemporains. Vous savez qu'on s'interroge même sur les origines de Christophe Colomb, mais n'ouvrons pas ce débat, ça serait trop compliqué. Mais en tout cas, il y a dès le début, dès avant même que l'Amérique soit découverte, il y a des gens qui se disent, il faut fuir, et si nous voulons continuer à être juifs plus ou moins, le seul endroit où nous puissions le faire, c'est ces terres nouvelles qui s'offrent à nous. Ensuite, la génération suivante, les 2-3 générations suivantes, vous trouvez des maranes. Vous trouvez des gens des crypto-juifs, des gens qui ont fait semblant de se convertir au catholicisme, mais qui continuent en secret à pratiquer le judaïsme en Espagne. Et puis à un moment donné, au sens propre du terme, ça sent le fagot. Ils sentent qu'ils pourraient être rattrapés par l'Inquisition et brûlés vifs. Et donc ils fuient.
Et les immenses étendues américaines leur semblent un refuge tout à fait plausible. Ils se disent, là, nous serons tranquilles, il y a des millions de kilomètres carrés, vides, déserts, etc. Et malheureusement, ils seront rattrapés par l'Inquisition. Je vous renvoie au très beau livre de Nathan Wachtel, La foi du souvenir.